Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bienvenue à ce journal. Donc voici les principaux titres. Lancement des travaux de l'atelier de formation et d'échange d'expertise sur les réseaux électriques isolés dotés de centrales hybrides. Les Nouakchotois confrontés en défi de taxi consécutif à la volonté des autorités du département des transports à réorganiser le sous-secteur du transport urbain. Attaque contre un bus au nord du Sinaï, bilan 3 morts et 7 blessés. Merci de vous joindre à nous, mesdames et messieurs. Nous ouvrons ce journal par l'actualité parlementaire où le président du Sénat, M. Mohamed Hassan El-Haj, a reçu aujourd'hui en audience une mission du programme des Nations Unies pour le développement, PNUD, conduite par M. Bilbois Mathieu, chef des sections des élections au PNUD. Les entretiens ont porté sur les relations de coopération liant la Mauritanie et cette institution. L'audience s'est déroulée en présence du directeur du cabinet du président du Sénat. Une délégation du gouvernement conduite par le ministre des Affaires étrangères de la coopération, M. Hamadi Oulbaba El-Hamadi, a assisté hier soir à la réception organisée par l'ambassadeur de France en Mauritanie à l'occasion de la célébration de la fête nationale de ce pays à Nouakchott. L'ambassadeur, M. Hervé Besancenot, a loué dans un mot pour la circonstance le niveau des relations historiques profondes qui lient les deux pays amis, en l'occurrence la Mauritanie et la France. Il s'est félicité par ailleurs des étapes franchies sur la voie de la consolidation de ces relations et de leur développement. La ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports, Mme Lalem Tchrif, a effectué aujourd'hui une visite de prise de contact et d'information à l'Office national des musées à Nouakchott. Cette visite a permis à la ministre de prendre connaissance de la situation de cette institution et des problèmes qu'elle rencontre. La première étape de cette visite qu'a entamée la ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports, Mme Lalem Tchrif, à un certain nombre de services relevant de son département pour s'enquérir du déroulement des travaux, était l'Office national des musées. La ministre, qui s'est rendue dans les grandes salles d'exposition du musée, a reçu des explications détaillées sur les objectifs de cette institution, qui sont la promotion des musées, la mise en place d'une politique de formation sur les services y afférents, ou encore la mise en valeur de notre patrimoine culturel dans le but de découvrir la richesse scientifique et la diversité culturelle du pays. Au terme de cette visite, Mme Lalem Tchrif a tenu une réunion avec l'administration et le staff de cette institution, réunion au cours de laquelle la ministre a écouté et discuté avec les personnels de l'Office national des musées des différentes questions qui se posent et qui entravent le fonctionnement de cette institution. Elle a pris en outre l'engagement d'y chercher les solutions idoines. Mme Lalem Tchrif a finalement exhorté le staff à plus d'assiduité et du sérieux dans l'exécution de leur travail. Son Excellence M. Ali El-Heiba a présenté vendredi dernier ses lettres de créance au président de la République de Guinée-Bissau, Son Excellence M. Manuel Serifo Namajo, en sa qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République islamique de Mauritanie auprès de la République de Guinée-Bissau. La cérémonie de remise des lettres de créance était l'occasion pour l'ambassadeur mauritanien de transmettre les salutations du président de la République à son frère et ami, le président guinéen, et ses vœux de bonheur, de progrès et de prospérité pour le peuple guinéen. Ouverture aujourd'hui à Nouakchott d'un atelier de formation et d'échange d'expérience sur les réseaux électriques isolés alimentés par des centrales hybrides, atelier organisé par l'Agence de développement de l'électrification rurale. Le secrétaire général du ministère du pétrole, de l'énergie et des mines, M. Brahim El-Chadli, a affirmé
que les réseaux électriques isolés constituent une solution adéquate pour l'électrification rurale en Mauritanie à cause de l'immensité du territoire qui surenchérit le coût des intrants énergétiques. L'échange d'expériences et la capitalisation des connaissances sur les différentes technologies en énergie renouvelable et aux technologies innovantes, tel est le but des travaux de cet atelier de formation et d'échange d'expériences sur les réseaux électriques isolés alimentés par centrales hybrides. L'énergie renouvelable représente une solution adéquate pour l'électrification en Mauritanie du fait de l'importance du gisement éolien et solaire, l'étendue du territoire national et le coût des intrants énergétiques. 5 jours durant, les participants de plus de 12 pays africains, francophones et anglophones, vont présenter l'expérience de leur pays à cet atelier animé par 3 experts du club. La Mauritanie a en charge l'impact de l'électrification rurale sur la pauvreté. Dans son allocution d'ouverture, le secrétaire général du ministère du Pétrole, de l'Énergie et des Mines, M. Brahim Chadli, a rappelé que dans le domaine des énergies renouvelables, la Mauritanie dispose de gisements solaires et éoliens qui la placent aujourd'hui parmi les plus favorisés dans ce domaine. C'est pourquoi les réseaux électriques isolés alimentés par les centrales hybrides constituent une solution adéquate pour l'électrification rurale en Mauritanie à cause de l'immensité du territoire qui renchérit le coût des intrants énergétiques, en particulier le gasoil, et les difficultés d'interconnexion dues aux longues distances qui séparent la plupart de nos villages des grands centres urbains. La volonté du président de la République, M. Mohamed El Abdelaziz, de faire accéder tous nos concitoyens aux services de base essentiels, notamment l'eau et l'électricité, a été un élément déterminant de ce choix. De son côté, M. Tarek de Villers, qui assure le secrétariat du club créé en Mauritanie en 2005, rappelle les objectifs de cet atelier. L'objectif principal de cet atelier, de cette formation, est de fournir aux participants des méthodes, des outils nécessaires pour des montages de projets, en particulier sur cette thématique des mini-réseaux renouvelables. Le directeur technique de l'ADER, M. Ahmedoul Mohamedou, a souligné que l'énergie renouvelable est la solution idoine pour l'électrification en Mauritanie du fait de l'importance du gisement éolien et solaire. Il a rappelé que le projet est une première en son genre dans le continent. Le projet mis en œuvre par l'ADER est constitué d'un volet système solaire dont la zone cible est le triangle de l'espoir et d'un deuxième volet central hybride dont les zones cibles sont 6 localités dont le Baqiya, Qsar et Torshan. Le continent africain devrait ainsi pouvoir développer davantage les capacités de ses institutions spécialisées et de ses experts grâce à ce genre de manifestations organisées par l'ADER. Le secrétaire général du ministère du Développement rural, M. Mohamed El Ahmed, a supervisé hier dans la ville de Rosso la cérémonie de remise de 9 motopompes à 9 coopératives féminines opérant dans l'agriculture au niveau des Mourata'a de Rosso, Kiz et Kermassen. Les responsables des coopératives bénéficiaires ont loué à cette occasion l'appui accordé qui leur permettra d'accroître leur production grâce à l'utilisation de méthodes d'irrigation modernes en lieu et place des méthodes archaïques actuellement employées. C'est dans le but d'accroître la production agricole qu'intervient la remise de 9 motopompes à 9 coopératives agricoles féminines issues des Moukata'a de Rosso, Kiz et Kermassen, un geste que les bénéficiaires ont loué, précisant qu'il leur permettra d'accroître leur production grâce à l'utilisation des méthodes d'irrigation modernes à la place des méthodes archaïques actuellement employées. Le secrétaire général du ministère du Développement rural, Mohamed El Ahmed Aïda, qui a supervisé la cérémonie de remise des motopompes, en a profité pour visiter le projet agricole de Bougamoun, visant à aménager 950 hectares qui seront exploités durant la campagne agricole actuelle. Le secrétaire général, qui a ensuite tenu une réunion avec les coopératives bénéficiaires et les habitants de Bougamoun, leur a indiqué que cet appui vient en exécution des instructions données par le président de la République au cours de sa dernière visite dans la wilaya de Trarza, soulignant que ces motopompes permettront aux coopératives féminines bénéficiaires d'accroître la production et d'améliorer les conditions de vie des couches les plus vulnérables dans les Moukata'a bénéficiaires. Un groupe de cadres et de jeunes adhérents des différentes capitales de la Moukata'a ont annoncé hier soir leur ralliement au parti Harak.
Le porte-parole de ce groupe, qui s'est fait appeler l'Initiative pour le renouveau et la construction, a souligné la disponibilité de son groupe à accompagner les programmes mis en place par le parti. Il s'agit pour lui de relever les capacités des jeunes Mauritaniens et de les hisser à la place qu'ils méritent afin de leur permettre de contribuer en toute responsabilité à la construction d'une Mauritanie nouvelle, telle que préconisée par le président de la République. Au cours de cette manifestation organisée au siège de cette formation, la présidente du parti, Mme Lalla Mtchrif, a souhaité la bienvenue aux nouveaux ralliés qu'elle a appelés à prendre part aux prochaines échéances électorales. La capitale connaît ces derniers jours une véritable crise au niveau des moyens de transport urbain. Conséquence, beaucoup de citoyens restent de longues heures dans l'attente d'un véhicule les transportant à leur destination. Pour connaître les tenants et aboutissants de ce problème, nous avons interrogé les responsables officiels à ce sujet. Nous les écoutons. Ces derniers jours, trouver un taxi à Nouakchott relève parfois du parcours du combattant. En effet, à la faveur de la nouvelle stratégie des autorités visant à réorganiser le sous-secteur des transports terrestres, une véritable chasse est lancée à l'encontre des conducteurs qui ne sont pas en règle. Interrogés sur la multiplication des contrôles, les conducteurs n'apprécient guère. Ils disent être pris dans une situation délicate et absurde dans la mesure où le permis vert, exigé désormais des professionnels de la route, n'est pas délivré par les autorités. Selon eux, il est impossible d'avoir ce document. Du côté du ministère des Transports, le directeur général réaffirme l'engagement des autorités à assainir le sous-secteur des transports terrestres. Cherna Oulgowad, directeur général des transports terrestres, ajoute que des permis verts sont déjà faits et s'entassent au ministère alors que leurs propriétaires ne se font pas signaler. On parle ces derniers temps d'une crise des transports au niveau de Nouakchott. Je vais quand même rappeler que les motifs et les raisons invoquées sont généralement assez limité, mais il y a des motifs profonds qui sont relatifs à l'organisation, la réorganisation du transport terrestre au niveau de Nouakchott, au niveau du transport urbain notamment, et la volonté des pouvoirs publics de protéger les acteurs de cette filière. La première action qui avait été entreprise a été la coloration du permis de transport pour qu'il soit un permis professionnel, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le permis vert. Nous avons réalisé 18 000 permis verts donc, de transformation qui sont obtenus obligatoirement et nécessairement par les Mauritaniens. Et la condition sine qua non d'abord pour l'obtention, c'est d'avoir la catégorie donc, de transport et avoir donc, la carte nationale d'identité mauritanienne. Aujourd'hui, nous assistons à une réorganisation au niveau de Nouakchott du transport urbain qui fait que les étrangers et les gens qui transportaient de manière illégale avec des véhicules personnels, etc., aujourd'hui sont mis devant un fait accompli. Ils ne peuvent plus le faire parce que les forces de sécurité et de l'ordre, du GGSR, de la police, de la gendarmerie, de la garde, les empêchent de le faire le soir et surtout durant les journées, ce qui provoque véritablement une baisse de l'offre de transport qu'il y avait. Cette baisse de l'offre de transport était donc liée à ces gens qui faisaient le transport de manière illégale. Ces nouvelles mesures des autorités sont donc responsables de la baisse de l'offre par rapport à la demande. En attendant, les citoyens doivent prendre leur mal en patience. Parlons à présent de l'influence du jeune sur le monde du travail. Généralement, le ramadan est un mois où la production connaît un relâchement au niveau de certains secteurs. C'est le cas par exemple au niveau des oasis où l'on constate la quasi-absence des vacanciers. Cependant, à Nouadhibou, la pêche artisanale conserve, elle, un rythme soutenu durant ce mois béni. Il est admis que le rendement du travail baisse dans de nombreux secteurs durant le mois béni du Ramadan. Mais ici, dans la baie du Repos, à Nouadhibou, c'est l'exception. Les pêcheurs artisans conservent le rythme du travail comme pendant les jours ordinaires. Ces pêcheurs qui se préparent à aller en mer, en installant leurs provisions dans leurs barques et en procédant aux dernières retouches, affirment que les jeunes n'affectent pas leur endurance et leur abnégation dans le travail. Certains parmi eux affirment même que les jeunes en mer est moins pénible que sur terre. Ce n'est pas le cas pour d'autres, surtout ceux qui sont confrontés au mal de mer, à l'image de ces pêcheurs
qui se demande si le vomissement peut entraîner l'annulation du jeûne. Un autre secteur qui semble moins profiter du mois de Ramadan, ce sont les oasis. À pareille époque, c'est l'afflux vers les palmeraies de l'Adrar et du Tagan pour savourer à l'ombre des oasis les dattes fraîchement cueillies du palmier. Ici, à Diok, sur l'axe de l'espoir, un lieu généralement pris d'assaut pendant la Guetnan, les vacanciers sont encore rares et les dates ont du mal à trouver acquéreur. Et pour cause, cette année, la Guetnan a coïncidé avec le mois béni du Ramadan. Pourtant, dit cet homme, les palmeraies sont au mieux de leur forme cette année et leurs branches sont alourdies par les gerbes de dattes. Mais les acheteurs, dit-il, ne sont pas nombreux. Des femmes installées sous un abri de fortune attendent, elles, d'éventuels clients pour écouler les branches de dattes qu'elles ont cueillies. À l'extrême est du pays, l'ONG plutôt AML entreprend une large campagne de nettoyage des rues du camping de Mbarra. Il s'agit pour elle de contribuer dans cet élan de solidarité avec ce campement pendant ce mois béni par des activités sociales et de sensibilisation pour aider les réfugiés maliens dans notre pays. Actualité internationale à présent en Égypte. Partisans et détracteurs du président déchu Mohamed Morsi ont appelé à de nouvelles manifestations ce lundi au Caire, alors que la formation définitive du gouvernement intérimaire devait être annoncée dans la semaine. Par ailleurs, au moins 3 personnes ont été tuées, 17 blessées ce matin dans l'attaque par des hommes armés d'un bus transportant des ouvriers d'une cimenterie à Al-Arish, dans le nord de la péninsule du Sinaï, où les troubles sont récurrents selon des sources médicales et sécuritaires. Hier, Mohamed Morsi a été interrogé sur son évasion de prison début 2011 par la justice égyptienne qui a décidé le gel des avoirs de 14 responsables islamistes dans le cadre de l'enquête sur les violences sanglantes des 2 dernières semaines. Au moins 31 personnes ont été tuées hier dans de nouvelles violences en Irak, notamment dans une série d'attentats apparemment coordonnés dans des villes à la majorité chiite, a-t-on appris de sources médicales et policières. Les violences ont fait plus de 370 morts depuis début juillet et plus de 2600 depuis janvier. Les attaques les plus meurtrières de dimanche ont frappé en soirée des localités du centre et du sud du pays à majorité chiite. À Kout, au sud-est de Bagdad, 9 personnes ont été tuées et 42 blessées dans l'explosion d'une voiture piégée près d'une boulangerie. Une autre voiture piégée a blessé 2 policiers dans le nord de Hilla, à une centaine de kilomètres au sud de la capitale. À Kerbala, ville sainte chiite à 110 km au sud de Bagdad, 4 personnes ont péri et 19 ont été blessées dans l'explosion d'un véhicule piégé sur un marché. 2 personnes ont été tuées et 25 blessées dans une explosion de même type à Nasiriyah, plus au sud. Aucun groupe, pour le moment, a revendiqué ces attentats, mais ce type d'attaque coordonnée est souvent le fait des partisans d'Al-Qaïda. Ce sera tout pour ce journal, mesdames et messieurs. À présent, le rappel des titres. Lancement des travaux de l'atelier de formation et d'échange d'expertise sur les réseaux électriques isolés dotés de centrales hybrides. Les Nouakchotois confrontés à un déficit de taxis consécutif à la volonté des autorités du département des transports à réorganiser le sous-secteur du transport urbain. Attaque contre un bus au nord du Sinaï, bilan 3 morts et 7 blessés. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité et excellente suite de programmes sur la TVM.